C'est parti. Donc le sujet, c'est la crise, cause et solution, c'est ça? C'est ça. Alors je vais lancer le débat de façon très large, et puis on affinera ensemble petit à petit pour exactement de quoi on va parler. Bon, je suppose que quand on dit la crise aujourd'hui, on pense quand même prioritairement à l'aspect économique, puisque c'est celui qui est le plus visible depuis 2 ou 3 ans. Donc si on se restreint à l'aspect économique pour l'instant, pour moi la cause fondamentale de la crise, c'est la combinaison entre un mécanisme très classique qui est analysé depuis très longtemps, la loi des rendements dégressifs, la dérive inégalitaire du capitalisme, des politiques qui ont voulu repousser artificiellement le constat du maintien de ces lois traditionnelles, en particulier à travers des taux directeurs totalement anormaux de la Fédérale Réserve, essentiellement. Et puis, plus profondément, une bascule géostratégique qui est en train de se faire entre les États-Unis et, on va dire, la Chine, disons entre l'Occident et l'Asie, bascule géostratégique qui, curieusement, se déroule dans le cadre du système de libre-échange promu par les anglo-saxons eux-mêmes, qui donne à ce stade l'impression de s'être tiré une balle dans le pied, pour dire les choses simplement. Je lance le débat comme ça, après on voit si c'est de ça qu'on veut parler ou tout à fait autre chose. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous me surprenez un peu parce que je pensais que vous mettriez la crise morale avant la crise économique. J'ai écrit un livre qui s'appelle La crise du sens, mais bon, c'est comme ça. Alors moi je mettrais la crise morale comme principe fondateur, disons, de la crise générale dans laquelle nous vivons, encore qu'il faudrait définir ce que veut dire crise, mais c'est peut-être autre chose. Alors, moi il me semble que je résumerais la crise morale dans laquelle on est aujourd'hui par cette expression du syndrome de l'enfant gâté. C'est-à-dire qu'on veut... Bon, déjà, on ne veut plus travailler. Ça, c'est quelque chose qui ne nous intéresse plus. On est, justement, parce que l'Occident a gagné en développement, on vit tous dans un bien-être, on vit tous dans une sécurité relative, etc. Et donc, on n'a plus vraiment de preuves à faire. Et donc, on se dit, voilà, on est bien installé dans nos sièges, confortablement installé. Et on se dit, maintenant, on aimerait profiter de la vie. Donc, le travail, c'est plus vraiment à l'ordre du jour. Et ça, c'est le premier... facteur qui crée la crise, puisque quand il n'y a plus de travail, le reste en découle, c'est-à-dire se délite et finit par s'effondrer. Alors, on vit sur ses acquis, mais l'enfant gâté, c'est aussi celui qui veut tout de suite. C'est celui qui ne se remet jamais en question. Et ça, on voit bien qu'on vit dans cette société-là. Alors après, on pourrait analyser les causes, et on va certainement le faire, mais il me semble que c'est un constat, qu'on partagera sans doute d'ailleurs, mais qui me paraît moins fondamental, parce que si on arrive à changer cela, eh bien, on pourra arriver à remettre un peu tout dans le même sens, dans le bon ordre. Donc, pour illustrer cette volonté d'avoir tout de suite, par exemple, on pourrait parler des avortements de confort, par exemple. Ça, c'est quand même une notion qui est fondamentale, qu'on soit pour ou contre l'avortement d'ailleurs. On peut constater que de plus en plus de femmes se font avorter comme une méthode de contraception, ce qui horrifierait la plupart des milliers de générations qui nous ont précédés. Mais nous, on y vit normalement, ça ne fait hurler personne, tout comme l'élevage, par exemple, des animaux en batterie. Parce qu'on veut tout de suite, alors on veut toute cette nourriture immédiatement, et ça nous amène à traiter les animaux de manière peut-être pire que les nazis traitaient les juifs dans les camps. Bon. Ou au moins similaire en tout cas. Non mais c'est vrai, parce que quand on regarde ces vidéos-là, alors je suis polémique exprès, mais bon. Alors je vais juste finir sur cette crise morale, mais on pourrait noter aussi les divorces, le taux de divorce qui est très élevé, notamment quand il y a des enfants. Et puis, alors cette critique du libéralisme, moi je l'entends, mais je ne la comprends pas vraiment, parce que pour moi c'est plutôt une critique du consumérisme qu'il faudrait faire.
Et d'ailleurs, l'État participe beaucoup à ce consumérisme via des politiques keynésiennes, donc de relance de la consommation. Le marché, s'il est laissé tranquille, je dirais, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire, il favorise théoriquement la liberté d'entreprendre, de créer des richesses, de fonder un capital, de transmettre des biens de génération en génération. Or, l'État, on voit aujourd'hui, prend de plus en plus au capital. Justement. Elle se sert, par exemple, les droits de succession sont énormes. Le poids de l'État dans le PIB est de 56%, alors qu'il était de 34% sous le général de Gaulle. Donc là, on constate, pour l'instant on est dans le constat, on constate une inflation de l'État qui va avec une inflation des effectifs de fonctionnaires et des syndicats, même si proportionnellement il y a de moins en moins de personnes qui sont syndiquées, mais les syndicats ont de plus en plus de poids, ne serait-ce que moralement aussi dans la société, parce qu'ils sont là pour défendre des droits acquis, donc en fait ils sont réactionnaires, et on nous dépeint toujours le réactionnaire comme le vilain gars de droite, mais les forces les plus réactionnaires sont plutôt des gens de gauche. Alors je vais terminer sur ce point, mais généralement, voilà, le constat, moi je dirais une infantilisation générale, qui vient de ce syndrome de l'enfant gâté, c'est-à-dire que l'État étant très présent, les gens sont déresponsabilisés aussi, et ne font plus même ce qu'ils aimeraient faire, puisqu'ils préfèrent, 3/4 des jeunes aujourd'hui, quand vous leur demandez, il y a des sondages, veulent devenir fonctionnaires. Ça, c'est quand même frappant, quoi. Et ça veut dire qu'on préfère l'emploi à vie garanti 35 heures par semaine, plutôt que d'essayer quitte à faire un travail qui ne nous plaît pas forcément, parce que plutôt que de nous lancer dans l'aventure en créant une entreprise ou même en étant salarié à la limite. Et ça, c'est très frappant. Bon, mais je m'en arrête là déjà pour vous repasser la parole. Bon, alors je vais essayer de faire le tri dans l'espèce de déluge qui vient de me tomber dessus. Je vais juste saisir une idée qui est passée, qui paraît récurrente dans tout ça. C'est l'idée, en fait, si je pars de tout ce que vous venez de dire et que j'essaye de trouver le point de synthèse, c'est l'idée, en fait, que tout simplement nous vivons dans une société psychotique. Ça peut se voir d'ailleurs assez simplement que ce caractère psychotique de la société occidentale, en fait, il est assez indépendant de la problématique de savoir si on est dans des solutions étatistes, para-étatistes ou néolibérales. Tout simplement parce que tous les pays occidentaux, en gros, sont en train de basculer dans une paraphrénie qui est la porte de sortie de leur psychose. Et en fait, sous des formes différentes, à des rythmes différents, on retrouve à peu près les mêmes évolutions dans les pays qui ont choisi la solution néolibérale ou dans les pays qui ont essayé de s'en abstenir. C'est-à-dire que le système français fabrique des générations comprenant une très forte proportion de personnalités borderline ou psychotiques. Ça fait un certain nombre maintenant de décennies que les psychiatres constatent qu'ils ont de moins en moins de névrosés à soigner et de plus en plus de gens qui sont soit dans la perversion, dans la personnalité borderline, soit carrément dans la psychose. C'est-à-dire que si ça continue, les psychiatres ils vont bientôt mettre au fond de leur bibliothèque tout ce qui a trait aux névroses. Bon, on n'en a plus besoin, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des psychotiques. Bon. Et ça, c'est ce qu'on voit en France, et ça va prendre la forme en fait de quelqu'un qui veut, comme vous dites tout de suite, vous avez raison sur ce point-là, et le tout de suite parce qu'on est en France, on est dans un pays latin. Alors on est dans on aime bien être cool, on est chez les latins, de l'huile d'olive, du vin et des femmes. 35 heures par semaine, oh, et encore. Hein. Oh, 35 heures pointées, hein, pas travailler. Oui, voilà. Ça nous va très bien, on est chez les latins, et c'est effectivement une marque quelque part d'infantilisation et de psychose. C'est la caractéristique de gens qui ne se sont pas vraiment constitués en sujet. Alors comme on est chez les latins, c'est de la psychose soft. Hein, vous savez la définition psychiatrique d'un psychotique. C'est quelqu'un qui ne s'est pas constitué en sujet parce que pendant son enfance, le père n'a pas interposé symboliquement la loi, le nom du père, la rupture, entre le fils et la mère, la fille et le mère. Bon, on est dans des sociétés, effectivement, où il n'y a plus de surmoi collectif. Il n'y a plus de surmoi collectif parce qu'il n'y a plus de loi, en fait, parce qu'on est sorti de la religion, on est sorti de l'idéologie, mais on n'a rien mis à la place. Bon. Enfin, peut-être une autre religion. Mais...
Non, non, allez-y. C'est mon tour. Oui, oui, oui. Bon. Alors chez nous, ça a pris la forme latine des 35 heures et du roulage de pouce. Dans d'autres sociétés, par exemple chez les anglo-saxons, ça a pris une forme différente, parce qu'ils ne sont pas du tout au roulage de pouce. Ils ont été bien cadrés par des siècles de puritanisme et de calvinisme. Donc, chez eux, l'objectif, c'est de se serrer le kiki le plus possible, schématiquement. C'est-à-dire qu'il faut se serrer le kiki le plus possible pour avoir le plus d'argent possible, pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Donc c'est différent, ça prend une forme différente, c'est-à-dire que la psychose ne va pas se manifester à travers une espèce de déliquescence, comme chez nous, elle va se manifester à travers une espèce d'exacerbation de toutes les concurrences. Mais dans tous les cas, on observe la même chose, c'est l'absence de contrepoids au désir, c'est l'idéologie du désir. Alors, vous avez choisi de nous éloigner tout de suite de la dimension économique, donc on s'en éloigne, il n'y a pas de problème. De toute façon, je crois que maintenant, elle a montré tout ce qu'elle avait à montrer et que pratiquement, les causes sont quasiment sur la place publique. Tout le monde le voit. Tout le monde se rend compte que, tout simplement, ça fait 30 ans que l'Occident vit créer. Alors si on s'éloigne de la cause économique et si maintenant on remonte à la cause des causes sur le plan, disons, de la psychologie sociale, moi je pense que la cause des causes, c'est un cerveau global, si vous voulez, occidental, qui est entré en paraphrénie, c'est ce que j'ai écrit. Et la cause qui est derrière cette paraphrénie, c'est le sujet d'ailleurs de mon prochain bouquin, pour moi c'est la constitution d'une personnalité collective psychotique qui se retrouve chez les individus qui constituent cette personnalité collective. C'est comme ça que je ferai la synthèse en quelque sorte de ce que vous dites, en m'éloignant un peu du cas particulier français, parce que vous êtes comme beaucoup de libéraux français, vous nous expliquez en gros, oui, si ça va mal, c'est parce que l'État en France... Vous avez l'impression que c'est l'État en France qui a mis les Américains dans l'État où ils sont. Vous avez l'impression qu'il y a encore une contradiction entre le big government et le néolibéralisme. C'est le néolibéralisme qui vient de fabriquer le big government. Alors, ça c'est intéressant parce que, contrairement à ce que vous dites, moi je n'ai pas l'impression de m'être éloigné de la sphère économique. En parlant de l'État, l'État pèse 56% du PIB français. Bon, après, on peut être d'accord ou pas avec, mais c'est une statistique qui est reconnue par à peu près tous les libéraux et les antilibéraux. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, soit on dit c'est la faute du marché, mais il faudra nous expliquer en quoi le marché est responsable du fait du poids de cette bureaucratie. Parce qu'en fait, je pense que tout ça vient d'une interprétation sur le concept de mondialisme, par exemple, sur le concept d'État même. Pour moi, le mondialisme, c'est une poursuite de l'État par d'autres moyens, pour paraphraser Clausewitz. C'est-à-dire que le mondialisme, que je différencie de la mondialisation, que j'oppose même quasiment à la mondialisation, le mondialisme, c'est un gouvernement mondial. Or, le marché, est contre le gouvernement. Et oui, le marché, il est contre la régulation, même celle qui veut déréguler. Parce qu'une régulation qui dérégule n'est pas libérale, par définition. Le marché est contre l'État, au départ. Ça, on sera d'accord là-dessus. Bon, alors déjà, on n'est pas d'accord. Mais le marché, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entrepreneurs, au départ, qui veulent créer une entreprise. Prenons vraiment le niveau basique. Et là, en France, par exemple, si je prends mon cas personnel, moi vous dites que je suis libéral, c'est intéressant parce que les libéraux me disent que je suis étatiste. Et alors les antilibéraux me disent que je suis libéral. C'est peut-être parce que je suis un peu des deux. Mais je vois les bons côtés de l'État dans ses fonctions régaliennes et qui sont nécessaires, même dans ses fonctions stratégiques comme De Gaulle l'a fait en son temps, quand l'État pesait 34% du PIB. Et je vois aussi les avantages du marché, c'est-à-dire créer des conditions de bien-être, les maintenir, des conditions de paix aussi, parce que le libéralisme, c'est la paix, c'est pas la guerre. Alors ça, les antilibéraux, la stratégie du choc, n'est-ce pas, c'est sans vouloir reconnaître que cette stratégie du choc augmente le poids de l'État, donc en fait, c'est pas du tout une stratégie du marché, et si ça l'est, ça veut dire que le marché est très bête, parce qu'il augmente la taille de l'État. Bon. Il est peut-être très bête. Alors peut-être, c'est peut-être ça là où les antilibéraux retombent sur leurs pattes, mais bon. Ça sera difficile à nous faire gober ça quand même. Moi, quand je suis entrepreneur en France, je vois les taxes qu'il faut que je paye, je vois la bureaucratie qu'il faut que j'affronte au quotidien pour payer, par exemple, un seul exemple, parce que il y a tellement d'exemples, mais un seul. Je cotise aujourd'hui pour le chômage.
Mais savez-vous que si je suis au chômage demain, je n'y aurai pas droit? Ça, c'est quand même formidable. C'est-à-dire que l'État crée comme ça tout un tas de taxes. Il sait créer uniquement des taxes, l'État. C'est-à-dire qu'en gros, il ne crée pas de richesse, très rarement. La plupart du temps, il s'agit de prendre de l'argent dans la poche de certains, ceux qui travaillent, ceux qui créent, pour le mettre dans la poche de gens qui viennent d'autres pays et qui n'ont jamais cotisé pour leur payer leur retraite, par exemple. C'est assez intéressant, c'est en ce moment. Bon, ou alors pour payer des fonctionnaires. Bon, il y a besoin de fonctionnaires, mais est-ce qu'il y en a besoin d'autant, sachant que le but du politicien, c'est de se faire réélire et donc de donner des prébendes un peu partout. Donc là, il y a une logique qui n'est pas, qui n'est pas constructive, de mon point de vue, qui est la logique politicienne, se faire réélire à la prochaine échéance. Et il y a une logique qui est constructive, qui est celle du marché, qui est de dire produisons des richesses. Voilà. Ça, c'est le premier. Alors après, il peut y avoir des dérives, mais souvent l'État alimente, voire augmente ces dérives. Pour parler de la crise des subprimes, si on veut analyser cela d'une manière un peu objective, je pense, il faut se rendre compte que la crise des subprimes vient de l'État américain. Du fait que par discrimination positive, qui n'est pas quelque chose du marché, on a voulu permettre à des gens pauvres d'accéder à la propriété, surtout parce qu'ils étaient noirs ou latinos, il faut reconnaître les choses, et donc on a créé une bulle. Et cette bulle a éclaté forcément, et donc se sont retrouvés sur le carreau un certain nombre de gens. Donc ça, c'était les Freddie Mac et Fannie Mae, si je ne me trompe pas. Bon, on ne peut pas accuser le marché de tout ce que l'État ferait mal. Vous savez, c'est comme quand tout va bien, les politiques, c'est grâce à eux, et puis quand tout va mal, c'est la faute de l'État ou du temps ou je sais pas quoi. Bon, non, il faut se responsabiliser, et je pense que l'État pousse à la déresponsabilisation quand le marché pousse à la responsabilisation. Quand vous créez une entreprise, vous devenez responsable des emplois que vous créez éventuellement, de vos sous-traitants, des factures, etc. Alors que quand vous êtes un fonctionnaire, de quoi êtes-vous responsable? Vous ne pouvez pas vous faire virer, rien que ça déjà. Donc moi, il y a une crise morale là aussi, en ayant donné, par exemple en Suisse, il n'y a plus de statut de fonctionnaire. Aux États-Unis, les juges sont élus. Voilà des mécanismes qui me paraissent sains, parce que dès lors qu'on dit telle catégorie de la population ne peut pas être virée, quoi qu'elle fasse, elle peut juste être déclassée au pire et mise dans un autre service au mieux. Ben là, on a une crise parce qu'on fait s'opposer deux parties de la population, et ça ne peut mener qu'à la guerre civile si on laisse les choses se produire. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre sur quelques points de détail. D'abord, la cause des subprimes, ce n'est pas la discrimination positive. Les subprimes n'ont pas été faits principalement dans une perspective de favoriser la discrimination positive. Ça, c'est un prétexte qui a été mis en avant pour le vendre au public américain. Les subprimes ont été faits, l'évolution de la réglementation, en fait la suppression de la réglementation sur ces questions-là, qui ont rendu possible le fait de prêter à des gens auxquels avant on ne pouvait pas prêter, ça vient juste après l'abolition de la loi Glass-Steagall. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il va y avoir un gonflement des actifs, qui en partie sont toxiques, dans les banques commerciales, au moment précis où les banques d'affaires peuvent enlever en quelque sorte la frontière, la muraille de Chine entre elles et les banques commerciales. Donc c'est une machine à amener du capital aux banques d'affaires. Donc on analyse un petit peu qui a fait ça, étant donné que si vous voulez, les gens qui ont fait ça, essentiellement c'est l'écurie d'un monsieur qui s'appelle Robert Rubin. Robert Rubin, c'est quelqu'un qui a inventé une grande partie des outils qui ont été ensuite utilisés pour titriser les subprimes. Quand il était, alors si ma mémoire est bonne, c'est Salomon Brothers au départ. Ensuite, il passe comme, je ne sais plus si c'est conseiller, je ne sais plus s'il est président du conseil du cercle des conseillers du président ou quelque chose comme ça. Enfin, il est dans l'administration Clinton, je ne sais plus exactement à quel poste, et c'est lui qui promeut l'abolition de la loi Glass-Steagall. Puis ensuite, quand il quitte l'administration, après le départ de Clinton et l'arrivée de Bush,
il va se faire recaser comme conseiller hors organigramme de Citigroup, où il va participer à l'explosion du bilan de Citigroup en utilisant en particulier la titrisation sur les subprimes. C'est ce qui explique qu'à l'automne 2008, la capitalisation boursière de Citigroup, si ma mémoire est bonne, est divisée par 6 ou 7. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est une implosion totale. Sur des ordres de grandeur, si vous voulez, c'est des entités privées. Il ne faut jamais le perdre de vue aujourd'hui quand on oppose l'État et le privé. C'est qu'on a des entités privées qui sont plus grosses que des États. C'est-à-dire que la problématique a tendance à se déplacer aujourd'hui, quand vous parlez, ce sera mon deuxième point, de l'opposition entre les entrepreneurs et les bureaucraties. C'est qu'il y a toute une bureaucratie privée qui s'est développée et qui est énorme. Goldman Sachs, c'est, je crois, 30 000 collaborateurs. Et ça, c'est simplement la maison mère. Vous avez derrière cette bureaucratie privée qui emploie des centaines de milliers de personnes, dont il ne faut pas oublier qu'elles sont rémunérées à des tarifs qui n'ont rien à voir avec les tarifs des fonctionnaires français. Vous avez derrière toute une économie artificielle qui s'entretient. C'est-à-dire que la problématique de la vampirisation de l'économie réelle et de l'effort réel, c'est-à-dire la vampirisation du travail, par la sphère spéculative, la sphère artificielle, prédatrice, c'est aujourd'hui largement déplacé. En France, effectivement, du point de vue d'un entrepreneur français, compte tenu de la façon dont les choses fonctionnent en France, le gars peut encore dire en gros que le vampire qui lui suce le plus le coup, c'est encore probablement l'État. Mais il y a des pays où c'est plus le cas. Aux États-Unis, c'est pas l'État qui est là à cheval sur le dos des gens en train de leur sucer le sang. C'est ce big business qui est en fait en train de se constituer en big government. Et cet ensemble qui est en train de former, comment je vais appeler ça? On pourrait presque appeler ça l'alliance objective de tous les parasites. Certains publics, d'autres privés. Les plus, à l'échelle globale de l'ensemble de la sphère occidentale, les plus puissants aujourd'hui et les plus prédateurs, pas forcément en France, mais à l'échelle globale de l'Occident, de loin, ce sont des parasites privés qui sont regroupés d'ailleurs dans des cartels qui finissent par prendre le contrôle des États. Par exemple, pour continuer sur ce thème-là, sur le caractère fallacieux de cette opposition publique-privée qu'on fait aujourd'hui, on va nous expliquer que Goldman Sachs, Citigroup sont des entreprises privées. Par contre, l'État américain, c'est l'État, c'est public. Manque de chance. Vous regardez qui a le pouvoir à l'intérieur de l'État américain. C'est des gens qui viennent tous de Goldman Sachs et de Citigroup. Et vous regardez dans Goldman Sachs et Citigroup qui a le pouvoir, c'est des gens qui viennent tous de l'État américain et pour cause ils passent leur temps à passer d'un côté à l'autre. Alors, on est d'accord là-dessus. Ce que ça implique, c'est qu'il faut se demander à un moment d'abord si le marché existe encore aujourd'hui. Et ce sera le troisième point. C'est-à-dire, à partir du moment où vous arrivez dans un système où on vous explique dans les journaux, les marchés sanctionnent tel ou tel pays pour sa dette publique. Quand vous savez que le régulateur du marché est privé sur les warrants, sur la dette publique, et c'est Goldman Sachs, que vous voyez ce que fait Goldman Sachs par ailleurs, vous rigolez, quoi. Mais il n'y a plus de marché, ce n'est pas les marchés qui sanctionnent qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce sont des organisations qui se sont emparées des fonctions de l'État, des fonctions régaliennes, y compris les fonctions en fait, de réglementation économique, si vous voulez. Alors, ils n'ont pas toutes les fonctions régaliennes, il ne faut pas exagérer. Ils commencent sérieusement aux États-Unis à être en train de mettre la main sur les juges. Il ne faut pas oublier que le problème, c'est que quand vous avez des juges qui sont élus, ils ont besoin d'argent pour faire campagne. Le problème, aujourd'hui, ne peut plus être posé dans ces oppositions simples, État, marché, privé, public. Maintenant, à l'origine, si on remonte, ça c'était mes 3 points. Maintenant, si on remonte aussi en amont, le marché a toujours eu besoin de l'État pour s'organiser.
Et l'État, au sens contemporain, l'État, entre guillemets, régulateur des libéraux non libertariens, il est très largement issu des recommandations formulées par les grands acteurs du marché au début du XIXe siècle. C'est Guizot, c'est cette école-là. Bon. Tiens. Voilà. Donc, le marché n'est pas bête, si vous voulez, mais le marché sait fabriquer l'État, aussi bien que l'État sait fabriquer le marché. Et là encore, même indépendamment du fait qu'aujourd'hui, vraiment, ça n'a plus de sens de les opposer de façon si brutale, même de toute façon, je ne sais pas si ça a jamais eu un sens. Maintenant, je vais faire la synthèse un peu de tous ces éléments épars que j'ai essayé de reprendre dans votre discours. La question qu'il faut se poser, aujourd'hui, la grande question, c'est cette évolution qui est à la racine, à mon avis, de la crise. Et je ne sais pas si j'ai pensé à appuyer sur le bouton. Ah là, le temps est le vôtre. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Donc, cette évolution qui est à la racine de tout, est-ce qu'elle est automatique? C'est-à-dire, est-ce que le passage de société de la loi, de la névrose organisée d'une certaine façon, à des sociétés de la psychose organisée, est-ce que ça s'est fait tout seul, ou est-ce que c'est le résultat d'une stratégie délibérée de certains acteurs, de certains groupes, parce que cette société de la psychose organisée, elle fabrique des gens extrêmement fragiles, extrêmement dépendants. Là où vous avez tout à fait raison, et là où je vous rejoins, là où je rejoins les libéraux, pourquoi ça peut m'arriver quand même, c'est que c'est très très malsain d'avoir une population qui veut les 35 heures et le statut de la fonction publique. Parce que ça veut dire que ça, c'est une population qui va être littéralement en dépendance à l'égard de l'État, un peu comme le nourrisson est en dépendance à l'égard du sang maternel, n'est-ce pas? C'est le retour au stade oral, qui est assez logique quand on est psychotique. Hein. C'est pas avec ça qu'on fait un peuple libre. Bon, ça, c'est... Maintenant, est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est fait tout seul, par une suite d'évolutions spontanées liées, par exemple, aux avancées de la médecine, avec la pilule, avec l'avortement, bon, aussi, il y a un phénomène médical, mais c'est que l'avortement est devenu quelque chose. Des avancées technologiques ou autres, par exemple la télévision. Vraiment, l'impact de la télévision, c'est gigantesque en termes de psychologie sociale. Est-ce que ça s'est fait tout seul, par hasard en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont calculé ça, y compris des gens d'ailleurs, qui peuvent se trouver au niveau des milieux dirigeants du capitalisme, des milieux qui n'ont rien à voir avec les petits entrepreneurs naturellement, qui se seraient dit que c'était l'occasion de prendre appui sur un système ouvertement, officiellement favorisant l'initiative privée, mais en réalité qui pouvait servir de base au développement du big government, comme disent les Américains. C'est un peu ma question. Déjà, pour répondre sur ce point, il me semble que moi, ça ne m'intéresse pas déjà qui est derrière nécessairement. Je ne pense pas qu'on puisse tout expliquer comme ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les faits. Et sur ce point précis, je constate qu'il y a 35 ans, Microsoft n'existait pas. Google n'existait pas il y a 15 ans. Facebook n'existait pas il y a 6 ans. 7 ans. Bon. L'État, lui, existe depuis un peu plus longtemps que ça. Alors donc déjà, il faudra m'expliquer comment des mastodontes, les entreprises comme ça, qui ont commencé par un entrepreneur, 2 ou 10, sont devenues aussi, ont eu autant de succès. C'est parce qu'elles répondaient peut-être à un besoin, voire elles le créaient, peu importe. Mais en tout cas, elles sont basées sur la méritocratie au départ. Elles se sont basées sur un dynamisme, une création, une créativité. Là où l'État, finalement, gère toute cette créativité, la limite le plus souvent, et surtout, si on prend juste l'exemple de l'anonymat, s'il y a bien une structure qui est une menace directe à notre anonymat, parce qu'on entend, oui, Facebook, si, la CIA derrière,
J'entends tout ça. Mais et l'État? Alors l'État a créé la CNIL, on est sauvé. Hein, alors qu'en fait, qui a le plus de données personnelles sur les gens, vous, moi? C'est l'État. Après, il y a évidemment des banques. Et alors là, je vais faire la transition, parce que quand vous payez en carte de crédit, évidemment, on sait qui, quand, comment. Et quoi. Ce qui est très grave, potentiellement. Mais... Maintenant, j'en viens à votre remarque sur Goldman Sachs. Et sur le pantouflage, en fait, entre les États-Unis, entre le gouvernement américain et Goldman Sachs et Citibank, en effet. J'avais pu étudier ça, et c'est frappant que des grands dirigeants comme ça. Mais en France, c'est pareil. La plupart des dirigeants du CAC 40, par exemple Daniel Bouton, dirigeant de la Société Générale, il était directeur de cabinet de Juppé, ministre du Budget. Intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les antilibéraux, en général, là je ne parle pas de vous en particulier, mais cette pensée simpliste de l'antilibéralisme primaire, donc je ne parle pas de vous, soyons bien clairs, mais elle nous envoie des signaux du genre « Ah, les multinationales, c'est le mal, donc le libéralisme, c'est le mal. » C'est ne rien comprendre à ce qu'est le libéralisme, précisément parce que les multinationales, déjà, on est très très loin du libéralisme, dans ses principes, qui est la création d'entreprises. Pascal Salin, qui est un libéral qu'on qualifiera d'ultra, proche du libertarianisme, dit malgré tout quelque chose de très juste. Il dit par exemple les banques aujourd'hui sont dirigées non pas par des entrepreneurs, mais par des managers, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gèrent, un peu comme on gérerait des fonctionnaires d'ailleurs, on va gérer des richesses qu'on n'a pas créées nous-mêmes, on va gérer des taux de ratio, de rentabilité, etc. Mais finalement, si on perd tout, soi-même, on passera à une autre banque. Et puis, un phénomène intéressant aussi, si une banque fait faillite, eh ben on la renflouera. Mais qui la renflouera? L'État. Bon, donc, il faut arrêter. Et la seule banque qui a fait faillite récemment, c'est Lehman Brothers, et c'est pas étonnant que ce soit aux États-Unis, parce que voilà un mécanisme sain de faillite, alors qui peut paraître au premier abord comme ça, on se dit mais tout va s'écrouler derrière. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est un mécanisme naturel. Quand une entreprise fait faillite, le signal est envoyé à toutes les entreprises qu'on risque bien la faillite et que l'État ne sera pas toujours là pour renflouer tout le monde. Donc, là aussi, on n'est pas infantilisé. Avec cette mamelle, on se dit, bon, de toute façon, je peux aller jouer sur les marchés 5 milliards, peu importe, 50 milliards même, puisque l'État me renflouera. Ah oui. Et l'État, c'est vous et moi. Et donc, ce sont des gens qui sont soi-disant élus, ça on pourrait revenir dessus, parce que contrairement à la Suisse ou à certains pays qui ont la démocratie directe, l'élection n'est qu'illusion, mais ça, on sera d'accord là-dessus, je pense. Eh bien, c'est trop facile d'avoir l'État comme solution à tous les problèmes. Et justement, c'est bien la preuve que malgré tout, il reste une grande distinction à faire entre l'État et le marché, ne serait-ce que par ses principes. Et c'est pour cela que je pense, si on veut arriver un peu à des solutions, on avance dans le débat, moi ce qui m'intéresse, c'est finalement, bon, cette crise, on la constate, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur les raisons, sur les causes, bon, mais comment en sortir d'une part, et avec quelle solution? Donc moi, ce que je préconise, c'est déjà une baisse drastique de l'État, mais drastique du poids de l'État. Vous parliez de Goldman Sachs qui a 30 000 employés. L'éducation nationale française, hein, là on n'est pas dans un des plus grands pays du monde, on est en France, 60 millions de personnes, 65 allez. Plus d'1 million de personnes sont fonctionnaires à l'éducation nationale. Et là je ne parle pas du ministère, je parle en général. Est-ce que c'est normal? Et on a appris ce matin par France Info, Jean-François Probst, qui nous explique, et ça sort comme ça, voilà, aucun média n'en a jamais fait état, mais ça sort comme ça, 20 ans après, que dans les années 90, avant les années 80, avant la loi sur le financement des partis politiques, M. Probst, qui était conseiller de Jacques Chirac, nous dit que 40 000 professeurs, enseignants, n'étaient peut-être pas en train d'enseigner, mais étaient peut-être en train de militer pour le Parti Socialiste, payés par vous et moi. De qui se moque-t-on? Les manifestations entre les deux tours pour Le Pen en 2002, est-ce qu'elles ont été spontanées comme on a voulu nous faire croire? Arrêtons un peu. Donc, tout ça, et il y a quand même une structure d'intérêt malsain qui s'appelle l'État, qu'il faut absolument modérer, et c'est ce qu'ont fait les Américains justement. Ils ont toujours lutté contre l'État, qu'ils ont vu comme un objet d'oppression.
sur les libertés individuelles. Là où nous, en Occident européen, disons, on a plutôt vu l'État comme, voilà, l'État-providence. Alors, il y a eu certes Roosevelt aux États-Unis, mais enfin, ce n'était pas la tendance globale. Et des pays comme la Suisse, justement, ont développé cette méfiance envers l'État qui leur a permis d'accéder à un système très démocratique, beaucoup plus que le nôtre en tout cas, qui s'appelle la démocratie directe. Les gens sont le véritable contre-pouvoir à l'État, donc à l'oligarchie aujourd'hui, puisque l'oligarchie, elle est à la fois issue de l'État et des multinationales. Bon. Donc ça, on sera d'accord là-dessus. Donc, parmi les solutions, je vois aussi l'assouplissement du Code du travail. On peut parler longtemps de la crise économique et dire « Ah, les gens n'ont plus de travail ». Mais moi, en tant que chef d'entreprise, si je ne peux pas licencier facilement, comment est-ce que je pourrais espérer embaucher facilement? Le marché du travail, c'est simple. Si vous pouvez trouver un travail rapidement, c'est plus un problème d'être licencié. Donc toute la propagande, alors là, dans tous les médias principaux qu'on nous dit, à longueur de temps, on a laissé 300 personnes sur le carreau, la Continentale, et puis après on fait des... on donne la parole à ces chers casseurs en leur disant quand même, vous allez fort. Ah oui, mais monsieur, on nous laisse sur le carreau, parce que ces gens-là, dans le syndrome d'infantilisation globale, considèrent qu'ils sont des fonctionnaires. Donc ils ont droit à l'emploi à vie. Et ceux qui les en privent sont des salauds. Bon, salauds de patrons, hein, c'est fameux. Or, la réalité, c'est que l'emploi à vie, c'est fini, même au Japon, qui était pourtant le sanctuaire de l'emploi à vie, et que donc, il faut changer de métier, et c'est très bien, à condition d'être formé, et donc il faut mettre en place, l'État, lui, son rôle, oui, ça peut être de mettre en place ces éléments de formation, et peut-être même, allons, rêvons un peu, moi, j'ai une grande... je ne sais pas si c'est une solution, mais enfin, je pense que tous les emplois qui sont inhumains, comme les emplois de caissier ou les emplois... et qui peuvent être soit robotisés, soit délocalisés, doivent l'être. Voilà. Et que tous ces gens-là, au lieu de faire des emplois qui les déshumanisent, doivent être formés pour faire quelque chose qui leur plaît déjà, et quelque chose dans lequel ils gagneront peut-être plus d'argent, seront plus épanouis, etc. Voilà. Bon, je m'en arrête là, mais on peut passer, je pense, aux solutions maintenant. Alors, d'abord, moi j'ai un petit peu l'impression que vous faites une confusion entre libre entreprise et libéralisme. Le libéralisme ne se confond pas avec la libre entreprise. On peut très bien imaginer des systèmes qui ne sont pas libéraux et qui tolèrent la libre entreprise. On peut très bien imaginer des systèmes qui tolèrent la libre entreprise et qui ne sont pas libéraux. Le libéralisme, c'est d'abord l'affirmation d'une neutralité axiologique de la puissance régulatrice, du droit comme instrument de régulation unique, et ensuite on laisse faire les acteurs en partant du principe que leur rationalité va les amener à optimiser collectivement leurs choix. En ce sens, le libéralisme, ce n'est pas la libre entreprise, c'est pas pareil. La libre entreprise est une caractéristique qui est souvent associée, en théorie du moins, au libéralisme, mais c'est pas pareil. Donc je pense qu'il y a quand même un très gros déficit là de définition en amont de la réflexion. Mais disons qu'on n'est pas d'accord. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un déficit de définition, c'est-à-dire que la nature même de ce qu'est le libéralisme ne semble pas totalement prise en compte dans votre discours. Ensuite, concernant les solutions, ça c'était juste une remarque. Je ne vais pas rentrer après en détail dans ce que vous avez dit, c'est pas la peine. Ça c'était juste une remarque. Après, concernant les solutions. Alors, bon, moi ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est quand j'entends des gens qui posent encore le problème dans les termes du diagnostic action corrective. Ça c'est un discours de contrôle de gestion, c'est mon métier. Il y a un moment, si vous voulez, où dans une entreprise, un contrôleur de gestion peut arriver pour dire « Écoutez les gars, c'est pas la peine de me demander les actions correctives qui permettent le retour à la trajectoire, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de retour à la trajectoire possible. C'est le point de non-retour. On est parti en vrille, et maintenant, la seule question, c'est comment on va s'organiser pour se cracher en douceur. On en est là.
C'est-à-dire que c'est relativement amusant d'entendre, si vous voulez, ce genre de discours, alors que la réalité de la situation, c'est qu'on a une société dont le cadre, en termes de psychologie sociale, a produit des personnalités borderline et des psychotiques en série, une société qui ne tient plus que par la consommation, et une consommation qui repose en très grande partie soit sur le développement d'une production qui suppose une facture énergétique, une facture écologique, soit sur le développement en quelque sorte d'univers virtuels qui certes peuvent générer de l'argent, hein, je ne le nie pas, mais dont on peut se demander quand même s'ils ne correspondent pas aussi à une forme presque de suicide soft, suicide collectif soft. Enfin, je veux dire, une société où finalement les gens, pour ne pas péter les plombs, sont réduits à jouer à la PlayStation 3 heures par jour. On peut présenter ça comme un progrès, mais enfin, moi je ne le vois pas comme tel, quoi. Alors, dans un contexte comme ça, alors qu'on sait de manière à peu près certaine qu'on n'aura pas d'énergie de substitution à hauteur de ce qui risque, du gap énergétique qui risque d'arriver du fait du pic d'extraction des hydrocarbures, alors qu'on a quand même pas mal d'indications qui viennent des ingénieurs, qui semblent très dubitatifs sur certains progrès qu'on nous avait promis à brève échéance. Et vous savez, la fusion, ça va pas se faire du jour au lendemain. Les ordinateurs quantiques, on ne sait même pas si ça existe vraiment, si c'est possible. Au niveau de la loi de Moore, on commence à toucher aux limites du truc, pour des raisons, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'électronique, si vous voulez, des raisons physiques. Dans un contexte comme ça, venir nous dire bon, on va déréguler le marché du travail, on va ramener l'État plus bas. En gros, c'est les solutions finalement américaines des années 80. Exactement. Et anglaises. Et anglaises des années 80. C'est drôle. C'est marrant. Non, mais c'est drôle, je veux dire. D'abord parce qu'on voit elles ont été appliquées aux États-Unis, en Angleterre, et aujourd'hui on a le résultat. Pareil. Et c'est une catastrophe. Hein. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, c'est une catastrophe. Oui. Le taux de chômage réel aux États-Unis est évalué aujourd'hui à 17-18%. Le taux de chômage de longue durée n'arrête plus d'augmenter. C'est-à-dire que la société américaine, en fait, elle s'est shootée pendant 20 ans avec la bulle du dollar, la bulle des bulles en quelque sorte, la bulle qui a fabriqué toutes les autres bulles, qui était la masse monétaire du dollar. Et aujourd'hui, marché de l'emploi dérégulé ou pas, le chômage de longue durée est en train d'exploser aux États-Unis. En Angleterre, moi je pense que le plan d'austérité qu'ils sont en train d'appliquer, ils ne pourront même pas l'appliquer. C'est-à-dire ils vont assez vite toucher les limites de ce qu'ils peuvent demander au peuple anglais comme effort, et ils seront obligés de revoir complètement leur copie d'ici 1 ou 2 ans. Dans l'anglosphère, c'est une catastrophe. Je veux dire, aujourd'hui, la seule chose qui tient encore debout à peu près le monde anglo-saxon, c'est la puissance d'intimidation de la City londonienne et l'US Army. Pourquoi, par exemple, en ce moment, on voit quelqu'un comme Brzezinski venir nous expliquer qu'il est important qu'on agisse en Libye? C'est pas parce que Brzezinski se préoccupe réellement de Kadhafi dont il a rien à foutre, c'est un personnage tout à fait secondaire à ses yeux. C'est parce que ce qui est derrière ce qui est en train de se passer dans le monde arabe, c'est la question de la mainmise des États-Unis sur le marché des hydrocarbures, qui sont le seul sous-jacent réel du dollar. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc dans un contexte comme ça, si vous voulez quelqu'un qui vient et qui nous dit « on va faire ce qu'ont fait les Américains et les Anglais dans les années 80, et ça sera bien », c'est drôle. Je ne peux pas dire autre chose.
Voilà, rions ensemble. Mais déjà, je note que peut-être un des points de désaccord majeurs entre nous, c'est sur l'optimisme ou le pessimisme. Parce que très clairement, vous êtes pessimiste et je suis très clairement optimiste. De ce que j'entends, moi j'ai l'impression d'avoir déjà entendu par exemple ce discours sur l'écologie il y a 40 ans. Le Club de Rome, bon, il ne disait pas autre chose. Puis finalement, on s'est bien rendu compte qu'ils avaient tort sur quasiment toute la ligne, puisqu'on a découvert de nouvelles sources de pétrole, on a découvert de nouvelles sources d'énergie, et c'est ça l'humanité depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est difficile à suivre parce que depuis quelques dizaines d'années, avec notamment le développement du capitalisme, ça s'accélère. Et vous avez cité la loi de Moore, vous avez raison, mais la loi de Moore, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Donc si on avait eu cette discussion il y a 40 ans, vous m'auriez dit, de toute façon, qu'est-ce que vous m'auriez dit, la mécanisation, ça atteint ses limites. Et puis hop, il arrive les ordinateurs et la loi de Moore derrière. Qui vous dit que ne seront pas inventées de nouvelles technologies qui permettront de renvoyer la loi de Moore c'est ça la technologie, et ça on sera d'accord je pense sur ce point. On assiste à une accélération technologique et donc des phénomènes également économiques, parce que la financiarisation, c'est pas simplement des méchants capitalistes ou des traders qui voudraient... Bon, c'est aussi parce que la technologie aussi permet de passer des ordres en un millième de seconde. Bon, alors quand vous avez ça, il faut suivre derrière. Alors, ça c'est une première chose. Quand vous parlez de jouer à la PlayStation, bon, moi j'y ai joué, je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Ça vous est arrivé. Bon. Est-ce que pour autant vous êtes la lie de l'humanité? Parce que j'ai l'impression que ce que vous décrivez comme étant, en gros, l'être humain descend du singe, mais là il remonterait à l'arbre. Non? En gros. Bon, moi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un choix. Alors, je suis d'accord, il y a des soumissions librement consenties. Hein, ça existe aussi. Et ça, c'est intéressant à creuser, parce qu'effectivement, l'être humain n'a pas, théoriquement, à être librement consenti, à être soumis. Mais on se rend compte que, pour ne parler que de l'islam, par exemple, c'est une religion qui grandit à vitesse grand V. Il y a maintenant, je crois, plus d'1,3 milliard ou 1,4 milliard y compris en France, il y a des gens qui se convertissent. Alors ça vient en partie du fait qu'il n'y a plus de spiritualité en France, donc forcément les gens voient une spiritualité qui s'affirme, donc ils y vont. Mais ça vient aussi du fait que l'islam soumet les gens. Et que l'islam fait disparaître une à une toutes les libertés individuelles, et qu'il y a des gens qui veulent ça, parce qu'ils sont perdus dans ce monde, ils sont psychotiques ou pas, mais ils se disent « Oh, l'islam me prend en charge du berceau jusqu'à la tombe, il me dit si je peux utiliser une carte de crédit et comment, quand, etc. » Donc je n'ai plus de questions à me poser. Et c'est ça aussi la force d'une idéologie comme l'islam. Donc il y a une demande aujourd'hui, comme on veut être fonctionnaire, on veut être musulman. J'ai l'impression, parce que c'est la facilité, voilà. Être musulman, ça prend une phrase. Bon, je ne veux pas rentrer dans un débat qui nous mènerait loin, mais c'est un peu mon sentiment, c'est-à-dire que la responsabilité, c'est dur. Quand vous dites les États-Unis et l'Angleterre ont échoué finalement, c'est ce que vous dites. Ils ont échoué dans leur réforme, hein, soit d'accord. Bon, alors rappelons-nous de ce que c'était les États-Unis en 1980, parce que c'est là où Reagan est arrivé, où il a dit bon. Alors déjà, il y avait les communistes en face. Et on peut penser ce qu'on veut de Reagan, mais enfin, il n'est quand même pas pour rien dans la chute du communisme, donc ça on peut lui mettre à son crédit malgré tout. Et puis, rappelez-vous, il y avait le Japon. Le Japon, c'était l'ennemi de l'Amérique et du monde. D'ailleurs, il commençait à tout racheter. Il y a le phénomène Sony qui rachetait la tour, qui rachetait la MGM, etc. Et là, les Américains se sont dit, bon, ça marche plus notre truc. Ils n'achètent plus nos voitures. Ce sont les Japonais maintenant qui vendent les leurs. Et au lieu de se dire « Oh, c'est terrible, on est foutu, on est mort, et puis à quoi ça sert finalement, tout ça », ils se sont dit c'est peut-être qu'on s'est planté. Et ça, c'est une force du libéralisme, c'est de se remettre en question. Et d'ailleurs, c'est la force de tout individu, qui est libéral ou pas, qui se remet en question. Par rapport à celui qui est soit dogmatique, alors certes, il peut avancer aussi plus vite, mais enfin, généralement, il se prend aussi des murs plus vite. Soit, voilà, il faut rester à l'écoute et se remettre en question. Donc, moi, je serais toujours plus proche d'une idéologie flexible comme le libéralisme, qui se remet en cause. Là, ce que fait Gordon Brown, c'est qu'il supprime 500 000 fonctionnaires, si j'ai bien suivi. Bon, en Suisse, ils avaient supprimé le statut de fonctionnaire. C'était encore mieux. Mais enfin, je pense qu'en France, une des premières mesures, si vous voulez
peut-être même supprimer la dette, ça serait de supprimer 1 million de fonctionnaires, comme ça. Voilà. Alors après, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait de ces fonctionnaires-là? Attention. Mais je pense que au-delà, on pourrait même supprimer le statut de fonctionnaire et dire, ben maintenant, vous allez fonctionner au mérite, comme tout le monde. C'est la vie, le mérite. Voilà. Et ça me paraît essentiel parmi les solutions. Alors, vous avez parlé aussi du point de non-retour. Bon, bah encore une fois, c'est le Club de Rome, c'est dans 30 ans, plus de ressources, donc bon. Je sais pas, moi, j'ai une notion de l'humanité comme étant, si on regarde déjà les 5 ou 6 000 ans dont on est à peu près sûr, hein, c'est un miracle. Ce qui a été fait est un miracle. Qui, il y a 5 000 ans, aurait pu dire qu'aujourd'hui on en serait là? C'est-à-dire, même si on se projette dans 5 000 ans, bon, pourquoi ne pense-t-on pas qu'on va pouvoir coloniser d'autres planètes? Dès lors, les ressources sur la Terre seront déjà plus relatives. Et puis, la technologie et d'autres inventions auront peut-être permis de nous passer complètement du pétrole à tel point que ce sera une commodité comme une autre. Bon. Qui peut le dire? Donc, quand vous parlez de point de non-retour, moi j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer de manière aussi péremptoire? On n'en sait rien. Et justement, l'avenir, ça a été décrit par un certain nombre de sociologues et d'économistes, même dans le Signe Noir par exemple. Qui peut prévoir l'avenir? Sachant qu'un événement, un seul, peut bouleverser toutes les prévisions qu'on pouvait faire simplement en prolongeant les courbes. Ça, c'est la base. Donc je pense que gouverner, c'est prévoir, et donc il faut être conscient de ce qu'est prévoir. On ne peut pas prévoir les choses en se disant bah, on va prolonger des courbes, parce que tous ceux qui ont fait ça se sont trompés, à commencer par ceux du Club de Rome. Et moi, je finirai sur une des solutions, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais il me semble que le cadre institutionnel de la démocratie directe, qui est en fait une démocratie semi-directe, parce qu'il y a encore le Parlement, me paraît être une des solutions évidentes pour rendre le pouvoir au peuple et qu'il soit lui-même plus éclairé, c'est-à-dire qu'à l'occasion de chaque vote, il peut prendre conscience des sujets qui lui sont soumis, non pas que par les gouvernants, mais aussi par ses propres concitoyens. Et là, on sort du débat de personnes, dans lequel on baigne en France, et on voit encore Marine Le Pen, première des sondages, voilà. C'est que ça, la France, et c'est pas étonnant que les gens se détournent de la politique. Alors, s'ils avaient vraiment à décider des questions locales, régionales et nationales, comme le font les Suisses très régulièrement, mais aussi les Américains dans 27 États sur 50, certes pas au niveau fédéral, mais quand même, et de même que les Allemands et les Italiens, le Liechtenstein et quelques pays qui sortent du communisme, là, ce serait un véritable progrès, je pense, parce que la démocratie représentative seule a atteint ses limites et c'est devenu une oligarchie. Voilà. Et l'oligarchie, c'est pas un système qui est satisfaisant pour les démocrates que nous sommes, vous et moi. Ouais. Alors. Je crois que ce qui nous sépare, c'est pas tellement que vous êtes optimiste et moi pessimiste, c'est que vous partez du principe, en quelque sorte, qu'il faut réfléchir dans l'hypothèse d'une maximisation de l'espérance de gain si les conditions sont les plus favorables possibles. Moi, je pars du principe qu'il faut réfléchir en prenant en compte divers critères de décision et qu'un des critères les plus importants, c'est la minimalisation de la perte maximale dans les conditions les plus crédibles. Bon, ça, c'est de la théorie de la décision. Ça veut dire, en gros, si vous voulez, que vous connaissez l'adage, la tartine retombe toujours sur le côté avec la confiture. Il faut toujours garder en tête la possibilité qu'elle tombe sur le côté avec la confiture. Alors là, sur le problème énergétique, c'est très difficile de se faire une opinion définitive parce que les spécialistes ne sont pas du tout d'accord entre eux. C'est assez extraordinaire.
d'un spécialiste à l'autre, le pic pétrolier se déplace de 20 ans, ou alors il n'existe pas. Bon. Moi j'ai lu Pétrole, la fête est finie. Le gars, en tout cas, a des arguments qui, pour autant que je puisse en juger, ne semblent pas pouvoir être balayés comme ça d'un revers de main. C'est pas le Club de Rome, là. À mon avis, il a des arguments assez sérieux. Et mon interprétation, si vous voulez, des mouvements actuels au niveau des États-Unis, c'est que je ne suis même pas sûr qu'ils aient envie que M. Heimberg ait tort. C'est qu'ils ont peut-être envie qu'il ait raison au moins pour 20 ou 30 ans, pour pouvoir bloquer la Chine et l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a une configuration géostratégique générale qui se produit, où non seulement la catastrophe est peut-être possible en quelque sorte spontanément, en termes d'inadéquation entre les besoins et les ressources sur le plan énergétique, mais en plus certains peuvent vouloir la provoquer. Donc on n'est pas dans la même configuration qu'à l'époque du Club de Rome. Je crois vraiment qu'on ne peut pas faire une analogie. C'est-à-dire que ce serait une erreur de dire on peut raisonner en 2011 sur la base des schémas que nous connaissions jusqu'ici. Je crois qu'il y a vraiment une rupture de très très grande ampleur qui est sur le point de se dérouler, et qu'à partir de là, il faut être capable de garder en tête plusieurs hypothèses, et il ne faut jamais exclure par hypothèse l'hypothèse néfaste. Le signe noir. Il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte, et en particulier, il faut s'interroger sur les stratégies des acteurs par rapport à cette possibilité. Après, bon, concernant ce que vous m'expliquez sur les fonctionnaires, sur l'islam, etc., je vous ai dit ce que j'en pense, je trouve que c'est drôle. Voilà. Mais pourquoi? Ben, c'est marrant, je veux dire, quand on a vu ce qu'ont donné, ce qu'a donné la théorie néolibérale aux États-Unis et en Grande-Bretagne, quand on a vu que finalement le seul pays qui a réussi à s'adapter à cette théorie et à tirer son épingle du jeu en Occident à ce stade, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne l'a fait en réalité parce qu'ils ont trouvé le moyen de réguler le néolibéralisme. Si on analyse un peu ce qu'ils ont fait, c'est ça. Bon, c'est drôle, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu comme si vous voulez, dans un débat en Pologne en 1980, quelqu'un venait dire ce qui nous manque, c'est de l'industrie lourde et du gospel. C'est marrant. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas vraiment envie de réagir là-dessus. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'à mon avis, vous avez de fortes chances de voir la classe dirigeante vous donner raison dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'ils vont prendre appui. Démocratie directe, pas sûr. Ah non, pas sur la démocratie directe, ça je vous rassure. On va continuer à avoir le droit entre le candidat qui nous méprisera ostensiblement et le candidat qui fera semblant de nous écouter. Ça va continuer. Ça va continuer pareil là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Avec cette brave Madame Le Pen, probablement utilisée comme épouvantail pour être sûr qu'on va bien voter après au deuxième tour. Ils vont continuer. Et ça marchera. Ça marche bien. Ça marchera. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, là-dessus, ils ne vous donneront pas raison, malheureusement. Ils vous donneront pas raison là où moi je pense que vous avez raison. Ils vous donneront raison là où moi je pense que vous avez tort. C'est ce qui va se passer à mon avis. C'est-à-dire qu'ils vont prendre appui sur la situation en fait qu'ils ont créée. Si vous prenez la masse monétaire qui existe aujourd'hui, plus l'ensemble des créances qui constituent les actifs mobiliers, incorporels, etc., financiers qui sont dans le système, si vous voulez. Alors c'est difficile à évaluer, mais en gros, probablement, vous devez avoir à peu près 3 années de PIB de la zone occidentale, qui est dans les bilans des entreprises, dans les bilans des banques, dans les comptes d'épargne des gens,
qui en fait n'existe pas. C'est toujours difficile à évaluer précisément parce que pour faire ce type d'évaluation, si vous voulez, il faut connaître la véritable fair value en quelque sorte des choses, c'est pas évident, mais on voit très bien qu'il y a un décrochage énorme entre la quantité d'actifs qui ont été fabriqués par les bulles successives et puis la réalité de ce que valent les choses, de façon intrinsèque si vous voulez. Moi je pense qu'il y a un décrochage de l'ordre de 1 à 2, voire de 1 à 3. C'est-à-dire qu'en fait, l'Occident est 3 fois moins riche que ce qu'il croit. Je ne parle pas de l'immobilier forcément, je ne parle pas des machines-outils dans les usines, tout ça c'est compliqué, mais je parle de la valorisation de l'ensemble à travers le système de crédit. Et je ne parle même pas des produits dérivés là. Bon. Donc tout ça, ça fait en gros une facture de entre 60 000 milliards à peu près, dans ces eaux-là, de dollars, qui aujourd'hui sont dans les comptes, et en fait il n'y a pas de contrepartie. Donc je pense que ce que va faire l'oligarchie, qui existe, qui est un principe qui existe, là-dessus je pense qu'on est d'accord, qu'elle est transversale en fait, aux très grandes entreprises et aux États, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre appui sur cette situation de faillite pour achever de casser ce qui tenait encore dans le corps social. Moi, mon opinion, c'est qu'il y a une stratégie délibérée du passé. Il y a des milieux dirigeants qui veulent casser, détruire les peuples occidentaux et que c'est une vérité délibérée. Je pense qu'ils vont prendre appui sur cette situation de faillite pour finir de casser les peuples occidentaux. Et effectivement, entre autres, ils vont démolir les fonctionnaires. Alors moi, je vous avouerai une chose entre nous, ça ne va pas me rendre populaire ce que je vais dire là, mais dans le cas des enseignants, ça me fait bien rigoler. Parce que alors s'il y en a qui vont bien chercher ce qui va leur arriver, c'est ceux-là. Mais alors eux, vraiment, collectivement, je ne parle pas individuellement, mais collectivement, quand on fait descendre les enfants dans la rue comme ils l'ont fait en 2002, pour le compte d'un système qui est en fait un système totalitaire, le jour où ce système totalitaire se retourne et vous tombe dessus, eh ben c'est bien mérité. Vous allez en chier, mes amis fonctionnaires, mes amis enseignants, et c'est bien. Bien fait. Cela dit, ça ne résoudra pas du tout nos problèmes. Ça ne fera qu'accentuer le mécanisme de casse. Ça ne fera que tenir les gens encore plus en dépendance. Parce que maintenant, après avoir fabriqué tous les psychotiques, la suite du programme, c'est qu'on va commencer à leur dire, vous le voulez le soma là? Vous le voulez le gros sein maternel là pour vous téter? Il faut le mériter. Avant on vous le donnait gratuit, maintenant il faut le mériter. Il faut être bien gentil, il faut bien marcher. Ça c'est la suite du programme. Donc le système anglo-saxon dont vous parliez tout à l'heure. En bien pire. Bien pire, parce que pour Bien l'instant. pire, forcément. Pour l'instant. Ah mais attendez, ce que je dis là, je ne le dis pas dans une sorte de posture a priori de prophète du pire. Je le dis parce que j'y ai bien réfléchi et parce que je pense réellement que c'est le projet de notre classe dirigeante, si vous voulez, en tout cas des oligarchies qui structurent le plus profondément cette classe dirigeante. D'accord, alors, justement, si on peut prendre l'exemple des révolutions arabes qui ont lieu aujourd'hui dans le monde, on voit bien que le projet des classes dirigeantes, c'était de maintenir tous ces dictateurs au pouvoir, et d'ailleurs, ils négociaient avec eux il y a encore peu, et ces dictateurs au pouvoir se sont fait éjecter, pour certains d'entre eux, par le peuple. Et notamment en Tunisie, tout est parti d'un gars qui s'est immolé par le feu, parce qu'il ne pouvait pas créer son entreprise, et en tout cas on lui volait ses biens, l'État lui volait ses biens. Donc c'est même une révolution libérale, si on veut aller jusqu'au bout des choses. Mais, donc, moi, j'entends Alain Soral, vous, d'autres personnes, Pierre Hillard, des gens très intelligents, m'expliquer tout par l'oligarchie, et je me rends compte que c'est contredit par les faits. Kadhafi était le grand ami, à nouveau, de l'oligarchie, et puis il est en train de se faire renverser, et Hosni Moubarak. Donc, moi je préfère en rester justement sur le fait qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passera demain. Je vous prends au mot, c'est-à-dire que comme il y a des signes noirs et qu'on ne peut pas les prévoir à l'avance, et bien donc il faut rester ouvert à tout. Et je résume ça par une expression qui est peut-être un peu plus simple que la vôtre, mais qui veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut espérer le meilleur
et prévoir le pire. Voilà. Coupez-moi. Je n'ai pas dit que l'oligarchie était toute puissante et qu'elle allait réussir dans son projet. Oui. J'ai dit que c'était son projet. Oui. Après, la question, c'est est-ce qu'elle va réussir? D'accord. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Nord. Il y a un moment où la marmite saute. Bon, moi, mon opinion, c'est pour ça que je suis assez pessimiste sur nous, en Occident. Ah oui, vous êtes pessimiste. Oui, sur nous en Occident. Ouais. Non, mais c'est pas un pessimisme de principe, c'est un pessimisme raisonné, parce qu'il y a une logique derrière. Mais on a le droit d'être pessimiste. La marmite, elle saute manifestement quand les gens vivent avec 250 € par mois et que les prix du blé sont multipliés par 2. Et en gros, la marmite, elle saute quand les gens n'arrivent plus à bouffer. Nous, on a beaucoup de marge avant d'avoir des problèmes pour manger. Et donc, je pense que les gens, ils vont baisser la tête. Et que ce qui s'est passé en Afrique du Nord, je pense que c'est peu probable que ça se produise ici. Maintenant, si ça se produit ici, je serais très heureux, honnêtement. C'est vrai, aujourd'hui, je souhaite la révolte, je souhaite la révolution. Et je la crois peu probable chez nous. Maintenant, pour l'Afrique du Nord, si vous regardez ce qui s'est passé à ce stade, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de révolution en Afrique du Nord. Il y a eu des révoltes. La révolution, c'est quand on remplace des structures par d'autres structures. C'est pas quand on vire un dictateur. Pour l'instant, il y a eu des révoltes, et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va en sortir? On voit très bien que, pour l'instant, on a une classe dirigeante essentiellement centrée sur l'Occident, qui est confrontée à une situation de chaos. Et c'est vrai que ça, c'est mon opinion, c'est sans doute aussi une chose qui nous sépare. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas réussir à mettre sous contrôle l'Afrique du Nord. Et je suis, mais alors de tout cœur, avec le peuple tunisien, le peuple égyptien, le peuple libyen, y compris les islamistes, parce que tant que ça se passe chez eux, dans leur monde, pour moi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Oui, sauf que bon, il serait bien naïf de croire que ce qui se passe ailleurs n'a pas de conséquences chez nous. Mais bon, ça c'est peut-être un autre débat. Ne serait-ce que pour parler d'immigration, par exemple. On l'a bien vu, tous ces gens qui débarquent sur nos plages, en Italie ou ailleurs. Bon. Donc, mais moi, je suis du côté du peuple aussi. Je ne sais pas pourquoi ça nous séparerait, non. Mais ce qui nous sépare, c'est plus l'analyse sur l'oligarchie. Parce que moi, il se trouve que je pense que l'avenir va vous donner raison. Dans le sens que, enfin, va vous donner raison, va aller dans votre sens, puisque vous me caricaturez comme un vilain libéral, alors que moi je suis pour un État stratège, c'est-à-dire un État réduit aux fonctions régaliennes, qui protège les intérêts nationaux. Donc déjà, pour ça, il faudrait qu'on sorte de l'Union européenne, ça fait partie des solutions qui me paraissent évidentes, rétablir un certain nombre de frontières, y compris de taxes douanières, et désigner un certain nombre d'industries stratégiques, parce que, il ne faut pas se leurrer, on est dans une guerre mondiale, mais une guerre économique. Donc une guerre des puissances. Et les États-Unis l'ont bien compris, contrairement à la France. L'Angleterre l'a bien compris. C'est aujourd'hui la première détentrice des bons américains, l'Angleterre. C'est pas la Chine, hein. C'est l'Angleterre. Donc il y a un certain nombre... Oui. C'est l'Angleterre ou ce sont les institutions financières basées en Angleterre? Si vous préférez. Enfin, généralement, j'allais contre l'idée reçue, que vous n'avez pas émise d'ailleurs, mais qui veut que ce soit la Chine qui détienne par les partis sensibles les États-Unis. Or, ce n'est pas le cas. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que malheureusement, l'État, moi tel que à moins qu'une cassure de plus en plus forte, l'État va devenir de plus en plus policier. Et on le voit déjà. Que ce soit sur les radars, par exemple. Bon, moi, j'ai un peu étudié cette question avec le livre que j'ai édité sur la question, Les radars, le grand mensonge. L'auteur, qui est un spécialiste de la question, établit très bien que la technologie va permettre d'aller toujours plus loin dans l'identification des gens partout dans la rue, et qu'en fait, on nous parle des caméras de surveillance, mais non, ce sont les radars déjà, les caméras de surveillance, que vous allez multiplier un peu partout, à pouvoir identifier les gens. Bon, il y a tout ce qui concerne la biométrie. Le premier client aujourd'hui des institutions de biométrie, c'est l'État, pas les entreprises. Ça pourra le devenir dans un deuxième temps, mais imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir sur les entreprises, alors que l'État le fait déjà depuis des centaines d'années. D'avoir tout, l'État connaît tout de votre vie. Voilà, c'est ça qu'on oublie dans cette vision irénique, qui est très française d'ailleurs, de l'État, qui serait notre protecteur, qui serait effectivement les deux mamelles au sein desquelles... Donc, moi je pense que malheureusement, il va y avoir un État de plus en plus présent, qui va se justifier toujours plus, et c'est une dérive qu'on constate aux États-Unis d'ailleurs aussi. Oui, mais
Si je puis me permettre, mais je suis tout à fait d'accord. Ah ben justement, alors vous ne dites pas. Je dis que c'est l'État. Non, l'État, là, ce qu'ils vont démolir, si vous voulez, c'est les fonctionnaires qui viens. aident la population. Non, mais j'y viens. Par contre, les flics, ne inquiétez pas. Ah oui, les flics, c'est l'État. Alors, moi, les fonctions régaliennes, je suis pour, mais jusqu'à une certaine limite. Et alors, pour parler des fonctionnaires, justement, comment gagner une élection sinon en promettant des postes de fonctionnaires? Bon. Regardez Gordon Brown, l'impopularité qu'est la sienne et le courage qu'il faut pour décider comme ça de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Donc le courage politique, il n'est pas pour demain, ça je n'y crois pas, à moins effectivement d'une guerre ouverte, alors là on passe dans le... Mais aujourd'hui, si effectivement on prolonge les courbes, ce qui n'est pas nécessairement bon, mais en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui, il semble qu'il y aura de moins en moins de courage politique et que donc les politiques vont continuer leur petit marchandage avec le communautarisme d'une part. On s'adresse à telle partie de la population en leur disant, voilà, les juifs, les musulmans, les blondes, les nains, je ne sais pas, on va vous donner plein d'avantages, toujours plus d'avantages. Ça, c'est des taxes qui sont prises, c'est du vol légalisé, c'est de l'argent qu'on prend à vous et à moi et qu'on donne à des communautés, à des associations, comme dans Paris avec ce cher Delanoë qui va... Et ça va augmenter parce qu'il n'y a pas de force en face qui permettent, qui empêchent cette dérive qui est naturelle. C'est comme le paquebot qui est lancé à une vitesse et puis il y a l'inertie. Donc malheureusement, moi je ne vois pas aujourd'hui d'homme politique suffisamment courageux et peut-être libéral, il faut le dire, pour dire, voilà, il y a trop de fonctionnaires en France. Madelin s'y est essayé, il s'est pris une volée de bois vert, c'est un des ministres qui est resté le moins longtemps au gouvernement. Donc moi, je vois d'ailleurs ce qui se passe à l'Union européenne comme parfois une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils arrivent à libéraliser. Prenons France Télécom. Moi, j'ai travaillé dans le secteur des télécoms avant d'être entrepreneur. Eh bien, on nous disait, le secteur des télécoms vont disparaître, ou les prix vont exploser à cause de la déréglementation. Qu'est-ce qu'on a constaté? Le contraire. Attendez. Je peux vous demander de me rappeler combien l'État a payé en 2002 quand il s'est avéré que France Télécom était sur le point de faire faillite? Mais je reprends la parole pour vous dire que ce n'est pas le rôle de l'État de maintenir artificiellement un cadavre. Donc il aurait fallu laisser France Télécom faire faillite après sa privatisation. Eh bien pourquoi pas? Parce que tous ces gens-là auraient trouvé un travail instantanément, si et seulement si, évidemment, le marché avait été complètement dérégulé. Et donc, tous ces commerciaux... Mais oui, parce qu'il y avait un besoin à l'époque. Moi, je faisais du porte-à-porte pour vendre de la réduction de tarifs. Et les entreprises, je signais des contrats en porte-à-porte. Parce qu'il y avait un besoin, parce qu'on avait été étouffé par des prix. Imaginez, aujourd'hui, on en est à plus payer les mobiles. Avec Free, ce que sort Free, c'est ça le marché. Et là encore, il y a un oligopole, donc c'est assez limité, mais Free est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, donc il faut laisser la concurrence parce que ça bénéficie au consommateur final. Et l'État, son problème, attendez, je finis juste, l'État, son problème, c'est que ce que ça coûte à l'État, mais ça c'est une expression que je ne comprends pas, c'est comme Sarkozy qui dit je vais donner tant d'argent pour telle cause. Mais en fait, il ne donne rien. Il nous prend de l'argent pour, effectivement, tel ou tel gens dont il veut les voir. Bon, c'est ça la réalité. Donc, quand France Télécom fait faillite, on dit c'est une perte pour l'État. Ou quand l'État renfloue France Télécom, là, c'est une perte pour l'État. Oui, effectivement. Et donc, je ne suis pas pour. Moi, je suis pour que le libre marché puisse gérer ce qu'il sait beaucoup mieux gérer que l'État. Et donc, aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être plus, parce que vous êtes jeune, mais les tarifs de France Télécom, que ce soit sur les fixes ou sur les mobiles, c'était, nous on proposait des réductions moins 75%, c'était en 99. Comme ça, en signant juste un papier, en mettant un boîtier. Moins 75%, vous imaginez? Aujourd'hui, je suis désolé, on est dans une société de la consommation et de la communication. On peut être pour, on peut être contre. Moi, j'ai envie de voir aussi les bons côtés de ça. C'est-à-dire, vous pouvez appeler votre grand-mère pour lui fêter sa fête des grands-mères hier soir, voilà. Et elle était très contente. Et si ça vous avait coûté le triple, ou le quintuple, peut-être vous ne l'auriez pas fait. Alors moi je crois que, je veux dire, ce qui est très très drôle dans votre... Oui. Là on a dépassé, mais bon. On va faire la conclusion alors. On fait la conclusion? Oui. On fait la conclusion. Parce qu'on est déjà à 1h10. Bon, excusez-nous, on est bavard. J'aurais pas le temps de dire ce qui était tellement drôle. Ouais. On va passer directement à la conclusion, quelques phrases très simples. Si, allez-y. Dites ce qui est drôle, parce que c'est intéressant. Ce qui est très très drôle, c'est que
finalement, quand il y a un progrès technologique et que ce progrès technologique se déroule dans le cadre défini par le libéralisme, les partisans du libéralisme disent « Regardez, le libéralisme, ça marche ». Et quand il y a un progrès technologique, et ce progrès technologique se déroule dans le cadre défini par les keynésiens, comme dans les années 60, les keynésiens viennent dire « Regardez, le keynésianisme, ça marche ». Donc il y a peut-être un moment où il va falloir se demander si en fait ce qui marche, c'est pas tout simplement le travail des ingénieurs. Et que peut-être tout le reste, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais il y a ce qui favorise le travail des ingénieurs aussi. C'est vrai, ah, mais attendez. Et ce qui le défavorise. Je ne me suis jamais défini comme un adversaire par hypothèse du libéralisme. En revanche, je suis un adversaire, ça je le dis honnêtement, de ce que devient la pensée libérale entre les mains des monétaristes et des néolibéraux en transe, qui sont en train, à mon avis, et ça sera ma conclusion, de nous entraîner vers une situation hors contrôle, même de leur point de vue. C'est-à-dire que, puisque le sujet au départ c'était la crise cause-solution, bon, les causes je les ai détaillées et j'ai expliqué comment je vois les choses. Mon opinion c'est qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. C'est-à-dire que, quelle que soit la solution qui va être suivie, elle n'empêchera pas qu'au bout du compte, le système dans lequel on fonctionnait depuis 1945, en gros, d'abord à travers le keynésianisme, puis à travers le néolibéralisme. En passant par le communisme, quand même. Non, enfin, nous. Oui, nous. Il y a eu des ministres communistes. Oui, enfin bon. L'éducation nationale est très puissamment maintenue par les syndicats et par le communisme. On sait très bien que tout ça, ce sont des accords passés en 1945 entre la CIA et... Oh ouais, mais c'est trop facile. Mais c'est évident. Ah bon. C'est évident. En 1945, il y a eu des accords qui ont été passés entre les soviétiques et les américains. Et d'ailleurs, quand on écoute les témoins de l'époque, les gens qui étaient à un niveau à l'époque et qui par la suite ont témoigné, c'est absolument évident, dans le cadre de ces accords, il était entendu que le Parti communiste français ne chercherait pas à prendre le pouvoir en France, en échange de quoi on l'associerait en partie à la gestion. C'est évident. Enfin, je veux dire, on va pas rentrer, mais ça je nie pas, mais on va le pas fait rentrer est dans que... ce Voilà, débat-là. En France, il y a eu une tentative de construction d'un mélange entre le socialisme d'État et le capitalisme d'État, pas forcément pléonasme. Et puis ça a tenu jusqu'à Pompidou, en gros, et après c'était terminé. Mais il n'y a jamais eu vraiment en France, stricto sensu, de communisme. Ailleurs en Europe, oui, ça n'a pas marché. En France, bref, je referme la parenthèse. Tout ceci pour dire que ce système dans lequel on fonctionne depuis 65-70 ans, c'est la conclusion, il est mort. Maintenant, la solution, c'est pas comment on va faire, à mon avis, c'est pas comment on va faire pour continuer à pousser plus loin, comment on va pouvoir continuer à aller toujours plus loin, pourquoi faire en fait, pour satisfaire toujours plus notre psychose, notre besoin toujours d'avoir plus, tout de suite, maintenant. Non, il y a un moment où il faut s'arrêter, où la solution, ça consiste à dire on n'a pas besoin de plus. Eh ben, c'est marrant parce que moi je suis d'accord avec ça. Et justement, je suis d'accord parce que un système comme le libéralisme, qui fonctionne globalement bien depuis des milliers d'années, après il s'est accéléré, il y a une... Bon, eh bien permet cela. C'est-à-dire que vous pouvez être amiche aux États-Unis par exemple. C'est un système libéral, mais vous pouvez être amiche. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui vivent avec, avec rien et qui poussent les charrues comme quasiment à la préhistoire. Bon. Donc, il faut, je pense, souhaiter le développement du libéralisme là où il n'a pas lieu, notamment dans les pays en développement, parce qu'il permet aux gens de sortir de la misère. Ça, maintenant, on en a la preuve avec la Chine, un pays quand même communiste suffisamment longtemps, et l'Inde, et un certain nombre d'autres pays qui sortent des centaines de millions de personnes de la pauvreté, pas chaque année, mais enfin depuis 10 ou 20 ans. Et la France était sortie aussi de cette pauvreté grâce au libéralisme, mais bon, on l'a un peu oublié. Donc, je pense que ce qui est important, c'est le choix. Effectivement, ceux
qui veulent devenir ultra-libéraux, dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire traders par exemple. Alors que ce sont des employés. Hein. Donc déjà, il y a une contradiction et ils cherchent leur intérêt, certes, mais eh bien qu'ils le fassent. Et puis d'autres qui veulent revenir à des fondamentaux même spirituels. Moi, un ami, c'est une petite anecdote, mais ça parle beaucoup, je trouve. Un ami me disait, regarde ce monde libéral, il est affreux, et il réagissait à une vidéo de Sora, justement. Il dit, Sora a raison, la Défense, c'est horrible. Le quartier de la Défense, il n'y a que des tours, c'est moche, c'est un nouveau camp de concentration à ciel ouvert, etc. Voilà, bah, il me disait ça. Non, c'est pas pire que l'architecture stalinienne. Non, c'est pas pire, mais enfin bon, on s'en rapproche, je sais pas quoi. Ah, c'est du même ordre. Oui. C'est du même ordre. Et il me disait, regarde, c'est ça que fait le libéralisme. Ah, pas beau. Et moi je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Alors, ah oui, il rajoutait, à l'époque, on construisait des cathédrales ou des pyramides, ça avait quand même de la gueule, et c'était des choses qui existent encore plusieurs milliers d'années après, alors qu'aujourd'hui, on construit un pont à Millau en disant, ça va durer 40 ans, estimons-nous heureux. Il y a une part de vérité, mais il y a aussi le fait, on met de côté le fait que qui empêche aujourd'hui celui qui le souhaite de monter une entreprise pour créer des cathédrales? Qui l'empêche? C'est simplement la faiblesse, la paresse ou le manque d'envie de gens, ou au contraire les freins qui sont mis par l'État principalement pour empêcher la création d'entreprises libres de se faire, qui fait qu'on n'a pas de construction de cathédrale aujourd'hui. Alors certes, il n'y a plus l'esclavage non plus, mais ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire que moi je suis favorable au système qui permet la liberté la plus grande. Et je conclurai là-dessus, les États-Unis ont quand même permis un certain nombre de choses, dont Internet, que nous utilisons tous aujourd'hui, et encore une fois vous nous regardez sur Internet. Bon, bah, ce sont quand même les États-Unis. Alors ça, c'est une des solutions que je vois, parce que vous parliez de la télévision abrutissante, et ça, comment ne pas être d'accord avec vous. Mais quand je suis sur Internet, moi je suis désolé, j'ai un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à l'autre. Je le considère comme mon égal et non pas comme un gars qui me parle de sa tour d'ivoire et qui me dit quoi faire ou quoi penser. Et donc là, on change de paradigme. Oui, là, il y a un espoir. Et ma conclusion, c'est que il faut simplement s'assurer que, parce que tout est, j'ai commencé par ça, je vais finir par là, la crise morale, elle vient d'une volonté au départ. Si on n'a plus cette volonté même de se battre, donc si on tombe peut-être dans ce pessimisme que je sens chez vous vraiment ancré, eh ben on subira. Voilà, on le subira, et moi je ne suis pas pour subir, je suis pour agir, et donc, quitte à trouver des solutions différentes de celles qui nous sont proposées par le système actuel. C'est le bon côté de Jean Robert. Ouais. Merci beaucoup.